Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Bonjour. Bienvenue. bienvenue. Alors, ce qu'on a l'habitude de faire, vu que sur une heure, on n'a pas tout le temps de faire un grand tour de table, même si on espère des prises de parole, etc. N'hésitez pas à mettre dans le chat un peu qui vous êtes, de quelle structure potentielle ou sur quel sujet vous travaillez et ce qui vous a fait venir, voilà, hein, en une ligne ou deux, hein, pour ce webinaire, ça nous permettra voilà, de savoir quelles sont vos attentes aussi par rapport au webinaire. Mm. Et puis, je pense que vu qu'on a 60 minutes et que c'est court, on va attendre 2-3 minutes et puis je propose qu'à 13h03, on commence. Parfait. Et n'hésitez pas à mettre vos vidéos, même juste peut-être au début, comme ça on voit les visages, quitte à les couper plus tard. Voilà, Lucie, Dominique peut-être, Amel. Il y a Luc encore qui fait son timide, qui n'a pas mis sa Bonjour Luc. Et Cécile. Hop. Je vais en profiter pour partager. Hop. Salomé. Salomé qui arrive aussi. Bienvenue Salomé. Lucie, est-ce que tu me confirmes que l'écran est visible? Valérie Jaouen, On voit très bien. super. Bienvenue Valérie. Merci Luc d'avoir mis ta caméra. Bonjour Luc. Ah, Bonjour. Bonjour. Je vais couper ma caméra si je finis de manger. Je reviens juste après. tu fais bien, tu fais bien. Donc pour celles et ceux qui viennent de se connecter, n'hésitez pas à mettre dans le chat très rapidement qui vous êtes, mais très succinctement, et ce qui vous a fait venir à ce webinaire à l'heure du déjeuner. Oui. On est très intéressé d'avoir la réponse à cette question. Exact. Ah, super, on commence. Donc Amel qui est référente santé Lab Sud Montpellier. Très bien, on a William qui arrive. Merci Amel. Merci Dominique aussi. Lucie de l'Ain. Très bien, il y a des gens d'un peu partout. Du Sud. Hop. Ok, Merci ouais. Cécile. Bienvenue Lorenzo, à toi. On a Euh, des profils assez différents. Vous êtes tous les bienvenus, tous et toutes. Ce que je propose, même si je ne doute pas que d'autres personnes vont arriver sans doute après 13h03, c'est qu'on commence. Comme ça, on se laisse le temps de pouvoir échanger ensuite tous ensemble. Donc, pour commencer, vu que vous êtes vous présenté dans le chat, à nous de nous présenter. Je commence et puis après je laisserai la parole à Nathalie et Lucie qui viennent nous partager plein de choses aujourd'hui. Donc moi je suis Nicolas Lebert, cofondateur du collectif créatif des territoires, un collectif qui a la volonté d'impulser des dynamiques en termes d'intelligence collective. Je vous en dirai un petit peu plus par la suite et je vais passer la parole à nos invités du jour, Lucie et Nathalie. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc moi c'est Nathalie Desjardins, je suis consultante dans le cabinet Open Communities et je suis aussi intervenante pair et j'expliquerai mon rôle d'intervenante pair chez Open Communities après. Et bonjour, moi c'est Lucie. Alors chez OpenCo, on fait des choses assez similaires. Enfin, on partage pas mal de convictions avec le collectif créatif des territoires
qui sera présenté juste après. Mais du coup, ça nous amène à, sur des territoires, sur de la conception de politique publique, de services publics, d'espaces publics, etc., conduire des démarches participatives avec les usagers au cœur. Et ça nous a amené à nous poser des questions aussi d'accessibilité, inclusivité au sein de nos démarches. Donc moi, j'ai pas de spécialisation forcément sur ce sujet, c'est plus Nathalie qui apporte cette coloration et aujourd'hui, ça nous tenait à cœur de montrer la mixité de nos compétences et comment est-ce qu'on fait de notre mieux pour les mettre en place sur nos démarches et de partager avec vous des conseils, des bonnes pratiques et aussi de l'expertise et du retour d'expérience de Nathalie et moi. Voilà, en quelques mots. Bah, merci à toutes les deux. Donc oui, avant que je vous redonne la parole, je présente à ceux qui ne connaissent pas et qui sont autour de la table le collectif créatif des territoires. En gros, pour faire très court, c'est un groupement de professionnels qui ont de l'intelligence collective, du design, et voilà, qui sont issus ou qui sont dans des agences ou qui sont dans des collectivités, mais qui ont cette volonté de se dire la transformation de nos territoires, de nos cadres de vie. On croit plus que tout dans la nécessité de créer de l'intelligence collective, de créer du lien entre les gens, de réussir à les saisir des défis locaux, travailler ensemble. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire sur différents sujets. En gros, les praticiens qui sont, enfin les membres du collectif, les partenaires, on travaille sur 4 grands axes qui sont des métiers plus liés à la programmation urbaine. C'est des gens qui sont plus paysagistes, urbanistes, mais qui ont cette volonté de travailler autour de ces sujets de l'espace avec les gens, avec les habitants. Un côté plus design de service, participation, donc là aussi, dans ce même esprit, de stratégie, c'est-à-dire comment derrière des acteurs publics ou associatifs, des acteurs qui travaillent sur les territoires, s'inspirent de ces pratiques pour changer leur manière de faire, et des approches plus autour de l'innovation. Et globalement, en fait, le collectif, il travaille sur deux jambes. C'est toujours, il est sur deux jambes. Ce qu'on aime, c'est d'abord faire. Donc, entre membres, partenaires, structures amies, on a déjà fait des missions, par exemple, avec OpenCo. C'est mener des projets concrets de transition et de transformation sur le terrain. Donc, on travaille auprès de collectivités, bailleurs sociaux ou d'entreprises ou associations. Et l'idée, c'est de mettre en place des dynamiques d'intelligence collective pour se saisir d'un défi local et d'essayer d'y apporter des solutions. Donc, en impliquant les parties prenantes et les habitants. Et le deuxième point, c'est de dire, autour de tous ces sujets, en fait, on apprend beaucoup, on échoue, on réussit, et on a envie, entre ceux qui ont le temps pour ça aussi, de partager au travers d'une communauté apprenante, de prendre des temps d'échange, des temps de parole, des temps de réflexion collective sur comment on fait mieux et comment on partage auprès des autres ce qu'on pourrait faire. Donc c'est cette communauté ouverte. Et aujourd'hui, on a un webinaire qui est un peu une concrétisation de ça. Voilà, qui est un exemple assez concret de ce qu'on essaye de faire sur différentes thématiques au quotidien. Donc merci d'être là, merci à Lucie et Nathalie d'être là. Et je vais arrêter de parler maintenant et je vais leur laisser la parole et leur permettre de partager, je crois, le document que vous aviez pour présenter vos retours d'expérience aujourd'hui. Ouais, ça arrive. Hop. Est-ce que vous voyez bien le nouveau partage d'écran Nickel. en plein écran? Ok, parfait. Au programme aujourd'hui, donc moi en tant que accompagnatrice chez OpenCo depuis quelques années de démarches participatives qui mobilisent des habitants, des usagers, etc. Je vais proposer d'abord quelques vécus, retours d'expérience, et puis dans une seconde partie, Nathalie t'apportera plutôt des expertises, des outils plus poussés qu'on vous propose de vous approprier. Mais après, l'idée aussi, c'est qu'on échange. Il y a peut-être des personnes qui, comme nous, sont consultants, des personnes qui sont voilà, dans d'autres postes, d'autres types de structures. Nous, on a surtout envie de faire ce webinaire pour échanger et aussi partager nos expertises, nos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à tout moment à poser une question ou dans le chat si vous êtes pas à l'aise de prendre la parole, vraiment de façon très libre. On n'a qu'une heure, mais c'est quand même une heure. Est-ce que ça vous va comme démarrage? Super. Alors pour lancer un petit peu le sujet,
pourquoi est-ce qu'on a commencé à réfléchir et à pratiquer, penser l'accessibilité dans les démarches d'intelligence collective qu'on mène. Déjà, c'est quand on fait de l'intelligence collective, on est amené à être pas mal sur le terrain, à faire beaucoup d'ateliers, à penser des démarches, des méthodes, à concevoir différents types de livrables. Et donc, ça veut dire déjà penser l'accessibilité physique et cognitive de tout notre travail. C'est aussi ne pas se focaliser sur les besoins d'un seul type d'usager, mais d'usager de façon plurielle et de prendre en compte toutes les situations, les contraintes qui peuvent traverser. C'est aussi n'oublier aucun acteur, ne pas oublier personne, pour que tout le monde se sente concerné par les démarches qu'on mène. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous envie de réussir dans une démarche d'intelligence collective. Donc finalement, penser l'accessibilité de nos démarches d'intelligence collective, c'est se garantir qu'on passe pas à côté d'un besoin, qu'on passe pas à côté d'un petit point de la problématique pour réussir à atterrir sur quelque chose de concret, d'opérationnel, qui sera vraiment ensuite utilisé par les acteurs une fois que nous, équipe d'externes, on part. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a aussi tous envie de réussir, permettre à tout le monde d'être vraiment partie prenante, acteur, actrice de la démarche, conserver voilà, cette lorgnette sur les besoins de l'usager au centre de la démarche, d'ouvrir les champs de réflexion, ouvrir les champs de pensée, se le laisser surprendre par la matière qu'on collecte sur le terrain et finalement être fidèle, sensible aux valeurs du design, de faire par, pour, avec les usagers. Et c'est des valeurs que je pense, autour de la table aujourd'hui, on partage tous. Donc, penser à l'accessibilité des démarches d'intelligence collective, pour nous, ça veut dire ça. Je vais présenter là dans les slides à venir 3 cas de figure, un peu voilà, retour d'expérience de terrain que moi, en tant que personne non spécialisée dans l'accessibilité, mais voilà, ça me touche et j'ai envie de faire mon mieux, des petits retours d'expérience assez pratiques de choses qu'on peut penser. Donc déjà, première situation, imaginez, vous êtes en train d'animer un atelier en visio, tout se passe comme prévu, enfin, c'est vraiment du réel. Et là, vous scindez en plusieurs groupes votre atelier en visio sur Zoom. Et là, dans la salle que vous animez, il y a une personne qui prend la parole et qui dit, bah en fait, je suis malvoyant. Normalement, j'utilise mon ordi, c'est plus simple pour moi, mais là, mon ordi est cassé, donc je suis sur téléphone et je vois rien du tout à ce que vous projetez. Donc, je risque d'avoir vraiment du mal à participer. Vous, dans ce type de situation, comment est-ce que est-ce que vous auriez réagi pour offrir les bonnes conditions de participation à la personne? Alors, peut-être vous pouvez mettre quelques réponses dans le chat si vous avez des idées qui vous viennent. Après, moi aussi, j'ai des réponses. Ou prendre la parole librement. Je crois que c'est plus simple de prendre la parole si ça vous dérange pas. Ah bah au contraire, ouais, c'est mieux. D'accord, ok. Non, juste, moi, ce qui me vient à l'idée rapidement, à la fois pour les personnes avec des troubles visuels, mais aussi peut-être des personnes avec des troubles cognitifs ou psychiques, c'est de verbaliser le plus clairement possible ce qu'on souhaite dire et de traduire finalement tout ce qui est dit en image ou par écrit par la parole, en fait. D'être le plus clair possible. Et d'ailleurs, c'est un exercice bon pour soi. Voilà, c'est-à-dire que l'illustration visuelle est un plus et non un complément à ce qu'on souhaite partager. C'est vraiment un support pour que ce soit facilitateur pour ceux qui effectivement arrivent à regarder ou à voir ou à interpréter ce qui est écrit. Mais en tout cas, voilà, se donner de la peine et voilà, cette discipline de bien être clair sur ce qu'on souhaite partager, l'essentiel, et de bien verbaliser. C'est ce qui me vient à l'esprit comme ça. Après des supports numériques ou quoi, ou qu'est-ce, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres compétences qui pourront développer ce genre de choses. Voilà. Cécile et Lucie ont aussi. Exactement. Pardon, tu veux compléter? Non, je dis c'est ce que Cécile et Lucie, je regarde le chat, ont également précisé en disant expliciter ce qui est écrit.
Et bah exactement, ça, enfin, comme ça, dans une situation un peu imprévue, enfin voilà, moi aussi, quand ça m'est arrivé, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, bon, bah ok, je vais lire de façon exhaustive tout ce qui est écrit sur le support, tout ce que je vais noter en plus sur le support pour que la personne puisse suivre et qu'elle se sente pas exclue et ça s'est très bien passé. Et après aussi, petite chose que maintenant on fait dans tout atelier qu'on organise, c'est surtout quand il y a un formulaire d'inscription ou qu'on peut avoir un lien avant avec les participants, c'est de poser systématiquement la question, avez-vous des besoins spécifiques? Ça peut être, bah, je vois pas très bien, j'entends pas très bien, je suis en fauteuil, j'ai besoin d'être dans la salle du rez-de-chaussée pour voilà, vraiment pouvoir aussi euh, anticiper tout besoin spécifique qui arriverait pendant l'atelier. Donc vos intuitions étaient bonnes. Une autre situation qu'on vous propose plutôt au niveau livrable. Donc là, par exemple, si voilà, on imagine on est dans une mission de design de service et on doit créer quelque chose, un outil qui doit pouvoir être utilisé, mobilisé par toutes les familles d'un territoire. C'est quelque chose qu'on a fait avec Nathalie. En fait, on a travaillé sur un outil pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance sur un territoire. Et avec ma collègue designer, on avait commencé par faire une mise en forme. Avait été co-pensé et maquetté avec les professionnels qui étaient mobilisés dans la démarche, mais on a aussi souhaité faire appel à Nathalie. Et puis après, dans la suite de la présentation, elle expliquera toutes les facettes de ses compétences. On a pris une petite heure avec Nathalie pour scanner le document ensemble et voir comment est-ce qu'on pourrait le rendre plus accessible. Donc, dans la mise en forme, dans le vocabulaire utilisé, etc., au plus grand nombre. Vous, comme ça, alors ça peut être dans le chat ou à l'oral, comme vous l'avez fait, Amel, à quoi est-ce que vous feriez attention si vous deviez designer un livrable pour que ce soit le plus accessible possible, comme ça, au plus grand nombre, parce que quand on dit toutes les familles dans le territoire, ça fait pas mal de personnes. Donc quelqu'un qui propose le FAQ, des illustrations, des images, l'IA. C'est vrai, j'ai pas pensé à l'IA. Euh, il y a peut-être plusieurs petites règles qui marchent globalement. Déjà en termes de police, en fait, quelque chose qui soit quand même plutôt gros, plutôt aéré, donc entre 14 et 16, 1,5 points entre les lignes, une police sans empattement, donc facile à lire. Alors pour aller plus loin, bien sûr, il y a le FALC, hein. Dans l'illustration, dans la mise en forme, plus on favorise les contrastes de couleurs, plus c'est lisible. De choisir des images parlantes. Dans les formulations, préférer des choses voilà, qui vont facilement, enfin, qui vont droit au but. Donc des mots, des phrases courtes. C'est aussi un bon exercice pour nous, hein, pour sortir de notre jargon. Moi, j'ai conscience que j'ai ce biais, par exemple, de commencer une nouvelle phrase sur une nouvelle ligne, de préférer les phrases sur une seule ligne, une seule page. En termes de ponctuation, éviter trop de virgules, de points-virgules, de points, crochets, autres caractères spéciaux. Et puis, pour aller plus loin, effectivement, vous pouvez faire appel à des spécialistes du FALC. D'ailleurs, il y en a peut-être autour de la table. Je peux prendre la parole? Ouais, Ah, vous oui, m'entendez? allez-y. Oui, voilà, donc c'est moi qui ai proposé l'intelligence artificielle parce qu'effectivement, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Et donc, moi, je suis dans tout ce qui est formation au numérique et je suis souvent, je veux dire, très déçue par tous les sites et les outils de communication des pouvoirs publics et de tout ce qui s'adresse finalement au plus grand nombre. Et justement, là, je trouve que maintenant, avec l'intelligence artificielle, on se retrouve avec une ressource extraordinaire parce que chacun est différent et donc c'est vrai que si on transforme les contenus pour qu'ils soient plus accessibles à certains publics, ben alors les publics, les autres publics finalement vont se sentir pas à leur place. Alors avec l'intelligence artificielle, on peut très bien avoir un contenu, mais qui est fourni sous des tas de formes différentes et qui peuvent vraiment s'adapter aux besoins de chacun. Donc l'intelligence artificielle, maintenant, pour les années futures, c'est vraiment la ressource idéale pour faciliter toute cette communication au niveau de communiquer
de manière courte, de manière longue, avec des exemples adaptés, avec d'autres langues, avec des signes, avec du visuel, de l'écrit, de la voix. Enfin, on peut décliner sous toutes les manières possibles avec un seul contenu, en fait. Et est-ce que vous avez des sites en particulier à suggérer d'intelligence artificielle? Non, tout ça change encore énormément actuellement, hein. C'est vraiment un domaine qui est en train d'exploser. Et donc voilà, moi je vois toutes sortes d'exemples qui sont proposés par des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine-là, mais ça n'a pas, justement, c'est pas encore mis en place dans la pratique, dans les villes, dans les organismes chargés de communiquer. Et donc ça, c'est vraiment tout un nouveau secteur euh, qu'il faut, euh, qu'il faut prendre en main et ne pas attendre 2, 3 ans avant de se dire, tiens, on va peut-être utiliser l'intelligence artificielle. Ces outils, maintenant, ils sont là, ils sont très bon marché et ils ont des performances extraordinaires. Et donc voilà, moi, je voudrais vraiment pousser tous les organismes officiels à, à prendre en main ces nouvelles techniques. Hmm. Ouais. Et dans l'attente d'avoir un logiciel dédié, en tout cas, il y a quelques bonnes pratiques qu'on peut proposer. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis sur la slide, mais il y a aussi le fait d'avoir une version audio, comme quelqu'un l'a mis dans le chat. Ça peut être aussi plusieurs formes, parce que, enfin, on le dira après, mais il n'y a pas d'accessibilité universelle parfaite. C'est très compliqué à atteindre. Et puis globalement, le fait de se poser ces questions-là quand on crée un livrable, c'est aussi une pratique enrichissante, parce que quand on réfléchit à l'accessibilité, on réfléchit aussi globalement à l'appropriation du document qu'on fait, le fait d'aller droit au but, le fait d'utiliser une mise en forme qui vraiment permet de faire sauter aux yeux l'information, favoriser la lecture du document, etc. Et puis, le dernier petit point que je voulais proposer, c'était quand on est au stade, ce qu'on fait souvent, nous, en tant qu'accompagnants, de conception d'une méthode, d'une démarche. Donc, souvent, comment ça se passe? On identifie un appel d'offres, on a super envie de le remporter, ça nous enthousiasme, mais on commence à penser une démarche, une méthode qu'on a envie de proposer. Euh, et puis, ce qui arrive de plus en plus souvent et qui peut avoir du potentiel, c'est qu'il y a maintenant des clauses sociales dans les appels d'offres, surtout dans le public. Et il y en a qui nous incitent à penser à l'inclusivité de notre démarche, la représentativité de notre démarche. Euh, donc, on peut avoir envie de faire plein de choses. En même temps, il faut que ce soit réaliste, hein, faisable dans les délais, dans les contraintes, etc. Est-ce que vous avez des idées de choses à proposer pour remplir ces critères? Imaginez, il y a une clause sociale qui vaut quelques points de la note sur l'inclusivité et la représentativité d'une démarche participative. Donc Valérie, tu nous dis proposer que les bénéficiaires soient inclus dans la gouvernance, y compris dès la soutenance. Ambitieuse. Ouais, je peux peut-être compléter. Moi, je suis effectivement sollicitée notamment par des acteurs de la protection de l'enfance sur ces sujets-là. Ça fera peut-être le lien avec les conversations tout à l'heure. Mais une vraie volonté dans toutes les démarches d'inclure des jeunes du début à la fin. Et donc, ça oblige à penser toutes les réunions pour qu'elles soient accessibles, simples, que tout le monde puisse y participer, etc. Donc, on y reviendra sans doute. Super. Et ben justement, le fait de s'assurer de la représentativité des usagers qu'on sollicite, donc ceux qu'on invite aux ateliers, ou comme tu dis, ceux qui font partie de l'équipe projet. Euh, et voilà, par exemple, quand on fait une phase de test d'atelier, le fait de se dire on va pas juste inviter nos cercles habituels, ceux du client, on va essayer d'aller plus loin et de veiller à la meilleure représentativité possible des usagers. On peut aussi, pourquoi pas, faire un schéma d'acteurs, en fait, pour se dire que par exemple, dans les cas d'usage, les personas qu'on propose, on est vraiment dans quelque chose à 360 degrés. On peut aussi avoir recours à des experts d'usage. Donc, Nathalie, elle donnera un peu plus de détails par la suite là-dessus, mais ça peut être en se rapprochant d'associations, des réseaux de votre client, du vôtre,
de personnes qui sont en situation de handicap ou de patients ou de personnes vulnérables socialement ou d'habitants ou de consommateurs qui peuvent faire cette remontée, voilà, enfin, parler de leur expertise d'usage. Et c'est un point de vue vraiment différent et enrichissant par rapport à une expertise technique que des équipes de professionnels apportent. Et puis en même temps, ne pas être dogmatique. Par exemple, peut-être que Valérie, tu l'as vécu dans tes missions avec la protection de l'enfance, mais ça peut être finalement une mauvaise idée que d'organiser un atelier où on met face à face des professionnels qui ont besoin d'une phase de purge, qui sont en situation de souffrance, en face de personnes en situation vulnérable qu'ils accompagnent. Donc peut-être que parfois, en fait, il y a besoin aussi de démarches parallèles pour pas créer de la violence symbolique, en fait. Est-ce que certains veulent un petit peu compléter ou questionner là-dessus? Bah, juste un point, mais qui est répété ce que tu dis et qui est important. Je pense que c'est avoir une approche globale et savoir sortir des participants réflexes, c'est-à-dire ceux que tu mets tout de suite mais en fait réussir à reprendre le sujet ou les personnes concernées. Et ce que tu disais, je pense sur la cartographie d'acteurs autour, c'est important de visuellement ça sert et ça aide parfois et ou le commanditaire ou le groupe projet en fait à réouvrir un peu les chakras et se dire ah, bah, en fait il y a peut-être d'autres types de profils qui peuvent derrière enrichir la réflexion, apporter d'autres points de vue et donc ça fait qu'à la fin du processus il y a autre chose qui ressort. Donc, moi je pense que c'est effectivement un truc clé qu'il faut faire dès le départ. Enfin, le mieux c'est de l'anticiper et d'avoir ça, c'est le côté ambitieux dans le comité quasiment projet d'avoir un usager, mais déjà faire cette ouverture d'entrée, ça permet même nous parfois, tu peux avoir gagné hein, le projet, mais requalifier qui tu vas mettre dans le processus et autour de la table pour discuter. Ouais, exactement. Se poser la question tout du long. Et Dominique, vous nous demandez, chaque persona, vous les créez pour chaque cas, vous avez un panel de personas que vous réutilisez. Non, nous, franchement, dans nos pratiques, on personnalise tout à chaque fois. C'est une qualité et un défaut. Non, on n'a pas, on fait vraiment en fonction voilà, des besoins, du contexte de la mission. Et, et on est sur des missions qui se ressemblent sans se ressembler. Donc c'est pour ça qu'on personnalise à chaque fois. Plutôt, ouais. Je vois le temps qui file, on a des discussions super riches. Je propose à Nathalie de poursuivre la présentation. Donc, moi, je vais continuer sur un apport théorique très court sur les différents types de handicap. Donc, en commençant par rappeler que 80% des situations de handicap sont invisibles. Et j'insiste sur la situation de handicap, c'est-à-dire que l'environnement a vraiment une part importante dans la conséquence du handicap en fait sur la personne. C'est-à-dire que si on a par exemple un endroit avec des escaliers partout, la personne qui est en fauteuil roulant, ça va être très compliqué. Si tout est accessible, qu'il y a des rampes, des ascenseurs, et ben, sa situation de handicap va être moins forte au sens où ça sera plus accessible pour elle. C'est vraiment se dire que l'environnement a une part importante sur l'accessibilité pour les personnes. Donc, est-ce que vous avez voilà, quel type de handicap vous connaissez? Voilà, je laisse poser une question quand même. Mettez-les dans le chat, ce sera, je pense, le plus simple. Alors, je peux prendre la parole? Oui, Oui, donc Amel Garcia, donc moi je connais plutôt pas mal le handicap moteur, puisque je suis moi-même en situation de handicap moteur, euh, handicap lourd, grande dépendance. Après, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine du handicap, puisque j'ai travaillé dans l'analyse des besoins sociaux au CCS de Montpellier. Donc, on a travaillé sur la question de l'accessibilité et donc des besoins de tous les handicaps, donc avec les associations. Quand vous parliez tout à l'heure voilà, de travailler sur ces questions avec les personnes concernées, à Montpellier, on a eu cette expérience-là avec le comité de liaison et de coordination qui a été créé par la région.
Et donc, ce comité-là, en fait, regroupe toutes les associations de personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, justement pour discuter sur les besoins d'accessibilité. Et en fait, ça a plutôt pas mal marché parce qu'en fait, si vous voulez, dès qu'il y a un projet urbain qui devait se faire, par exemple la construction de lignes de tramway qui a été pendant des années en fait à la suite, il y a eu des réunions, mais plutôt techniques du coup, entre différentes associations. Donc les besoins en fait des personnes en situation de handicap ne sont pas les mêmes. Parfois, les besoins des personnes avec des déficiences visuelles contredisent les besoins des personnes en fauteuil roulant. Parce que quand on répond à un besoin, finalement, bah, vient contredire comment dire, la solution du besoin en face. Et ce qui a été mis en place pour ça, par exemple, parce que vous me parlez de différents types de handicap, du coup, je pense à cet exemple-là, c'était bah, de mettre autour de la table les différents types de handicap, les différentes personnes concernées, des chefs d'association, je dirais, qui connaissaient bien la question de l'accessibilité et de travailler sur des plans avec les urbanistes, avec les architectes, avec voilà, les responsables de voirie, etc., pour trouver des solutions concrètes. Et c'était vraiment des réunions techniques, en fait. Voilà, je voulais juste vous partager cette expérience qui a pas mal marché, qui continue à fonctionner ici sur Montpellier de cette façon-là. Maintenant, bien sûr, il y a des limites à tout et c'est intéressant de retravailler la méthodologie de travail dans la façon de finalement enfin, le processus même en fait, de mener un projet de A à Z et de voir à quel moment faire des réunions de comité de pilotage et avec qui, et à quel moment mettre des réunions plutôt techniques pour travailler des questions précises avec qui en fait. Voilà, juste ça. Bah oui, oui, c'est vraiment, enfin, j'en parle après, mais rendre accessible à tous les types de handicap, c'est vraiment compliqué. Euh, du coup, tu peux, voilà. Donc, les handicaps moteurs, handicap visuel, handicap auditif, handicap psychique, troubles neurodéveloppementaux, ça, vous les avez bien mis dans le chat. Et justement, quand vous parlez des maladies dites gênantes, c'est ce qu'on va ranger dans les maladies invalidantes. Donc, ça peut être des maladies respiratoires, digestives, infectieuses, qui souvent vont être invisibles, pas tout le temps, mais souvent. Et là, je rajoute le handicap intellectuel, qui en fait est, on voit souvent le pictogramme, donc il est plus connu. Et en fait, c'est une sous-catégorie du trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est quelque part rangé avec l'autisme ou la dyslexie. Donc là, c'est une diminution des facultés intellectuelles. Du coup, on peut se poser la question de comment faire pour être accessible à tous les types de handicap. Donc là, au niveau de l'accessibilité, j'aime bien l'image que Lucie va montrer. Donc, dans l'image, on voit bien que ben, là, au niveau de l'égalité, donc les trois petits bonhommes, ils ont chacun quelque chose pour les aider, mais au final, ben, ça ne résout pas le problème de celui qui est le plus petit. Pour l'équité, là, on va vraiment répondre aux besoins de chacun. Donc, on n'est plus sur une égalité, tout le monde va pouvoir voir, mais on a dû faire un effort quelque part pour que chacun voit. Alors que dans la troisième dessin, c'est accessible pour les trois personnages, on n'a pas eu besoin de faire d'aménagement. Donc, l'accessibilité, c'est ça. En fait, c'est pas penser à un support sur mesure, c'est penser à un support qui, par essence, va être accessible pour tout le monde. Le problème, c'est que des fois, les besoins des uns et les besoins des autres, par exemple dans l'espace, justement, vont être contradictoires et difficiles à mettre en œuvre. Donc moi, je vais me concentrer sur donner des exemples de comment on peut faire des aménagements pour répondre à des besoins spécifiques. C'est pour ça qu'on demande, nous, la question « Avez-vous des besoins spécifiques ?» pour pouvoir adapter déjà aux besoins, pas au handicap. On ne demande pas « Avez-vous un handicap lequel ?» Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui est important, ce n'est pas quel handicap ont les personnes, mais quels besoins ils ont pour pouvoir accéder à une formation, un support. Donc là, j'ai fait un exemple avec un petit bonhomme. Donc lui, il a un rhume des foins et du coup, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Donc, il va avoir des difficultés à se concentrer, à ne pas avoir de pause. Enfin, je sais pas, il a besoin de se moucher bruyamment, il ne préférerait pas le faire devant tout le monde. Donc, qu'est-ce qui va l'aider? C'est par exemple pouvoir sortir de la salle et ne pas être jugé.
Et si on va plus loin, on va prendre quelqu'un qui a ces difficultés tout le temps, mais avec un niveau de gravité plus important. Et là, on rentre dans le champ du handicap, par exemple, avec quelqu'un qui a une maladie invalidante. Donc, j'ai mis des exemples, la sclérose en plaques, le sida, le diabète, etc. Et là, les difficultés sont en partie similaires, mais pas toutes. Donc, les difficultés, elles sont variables, puisque c'est vraiment des maladies qui sont très différentes. Et en plus, ça dépend des personnes. Donc, par exemple, ça peut être difficile de rester assis de manière prolongée, avoir besoin de, par exemple, une formation, de s'absenter pour aller à un rendez-vous médical, des choses comme ça. Et qu'est-ce qui va l'aider? C'est pouvoir avoir des pauses régulièrement, avoir un environnement adapté. Par exemple, quelqu'un qui vous dit qu'il est asthmatique, c'est mieux de ne pas le faire venir dans une salle où il y a de la moquette. Et d'adaptation selon ses besoins, mais à chaque fois, du coup, selon les besoins de la personne. Donc après, comment adapter cette démarche dans cet exemple? Donc là, par exemple, ça serait éventuellement changer le rythme de la formation ou de l'atelier, faire plus de pauses pour que la personne elle ait le temps de se reposer, ou si elle a du mal à être assise, la laisser être debout si elle a besoin. Enfin, de manière générale, c'est être dans... moi, souvent, je dis le respect, la bienveillance et être ouvert d'esprit, en fait. C'est ça qui aide le plus à l'accessibilité pour moi. Donc une salle de pause peut parfois être aidante aussi. Et si jamais on a des besoins qu'on ne sait pas comment satisfaire, parce que c'est vraiment, on ne sait pas comment s'y prendre, faire appel à des associations qui sont spécialisées, qu'il y a pour tous les types de handicap et qui vont pouvoir vous aider. Et surtout, donc les besoins ils varient selon la personne, et c'est la personne qui, elle, est spécialiste de ses besoins. D'autres exemples, ça peut être par exemple pour le handicap moteur, dans les salles, prévoir au moins 125 cm de largeur pour que les gens puissent passer. Parce qu'il faut penser que par exemple, le fauteuil doit pouvoir faire un demi-tour et pas juste aller tout droit. Et un exemple que j'ai vécu, par exemple, si le café est mis au-dessus de 2 marches, même si la personne elle a pu accéder à la salle, pour demander son café, elle doit demander à quelqu'un et c'est pas agréable en fait. Donc être vraiment accessible jusqu'au bout. Penser aux petits détails, c'est quelque chose qui va être important aussi. Au niveau, par exemple, du handicap auditif, ça va être faire attention à permettre à la personne de lire sur les lèvres, donc parler doucement, en regardant la personne en face. Il y a beaucoup d'adaptations qui, parfois, ça a l'air comme ça, super compliqué. Et alors, ça ne sera pas parfait à 100%, mais ça sera déjà beaucoup mieux que de ne rien faire. Et par exemple, au niveau de l'autisme, donc moi je suis TSA, ça va être par exemple laisser la personne choisir sa place dans la salle, dans les besoins, des fois, moi je mets j'ai besoin d'avoir personne dans mon dos. Alors ça déstabilise un peu les gens, mais en fait c'est juste si vous me donnez une chaise contre un mur, je suis plus à l'aise. Mais c'est facile à faire en fait. Permettre à quelqu'un de porter un casque anti-bruit sans se dire ah pourquoi, voilà c'est tout, c'est juste comme ça. Et la salle de pause. Je vais passer au niveau de l'écrit maintenant. Je voulais parler un peu du facile à lire et à comprendre, en se demandant déjà pour qui c'est. Alors, on pense tout de suite aux personnes concernées par le handicap intellectuel, mais c'est pas que ça, c'est aussi par exemple les personnes âgées ou vieillissantes qui vont avoir plus de mal à se concentrer. Faire quelque chose de plus simple à lire, ça va être plus facile pour eux. Vous parliez des personnes qui parlaient pas la langue, des personnes étrangères ou immigrées, pareil, avoir des choses avec un vocabulaire simple, ça va être plus facile à comprendre, et aussi pour les enfants d'école primaire. Donc les bases, c'est un peu ce qu'avait dit Lucie. Donc c'est aller au message essentiel, utiliser des mots d'usage courants, des exemples pour expliquer les choses, ne pas justifier le texte, ça c'est important, et pas que pour le FALC, parce qu'en fait quand on a du mal à lire, le fait d'avoir des espaces variables entre les mots, c'est encore plus difficile. Alors on aime bien parce que c'est beau, mais c'est pas accessible de justifier un texte. Toujours associer un pictogramme et adapté à l'âge du lecteur, parce que quand on est en situation de handicap, être traité comme un enfant, c'est très vexant. Donc c'est tout simple, si la personne a un handicap intellectuel mais qu'elle est adulte, utiliser des pictogrammes adultes et pas comme on ferait pour un enfant de 5 ans. Toujours l'interligne de 1,5 points, avoir des phrases courtes et qui tiennent sur une ligne, et toujours se rappeler, mais ça c'est vrai pour tout en fait, pas que pour le FALC, que la personne qui lit ne connaît pas aussi bien que vous le sujet, et toujours utiliser des mots qu'on peut comprendre, ou alors expliquer quand c'est compliqué, pas mettre des abréviations partout.
Et surtout, pour être du coup certifié Falc, il faut tester auprès des personnes concernées. Donc, si on veut avoir la démarche dans l'idée, il n'y a pas besoin, voilà, enfin, c'est toujours bien à faire. Et si on veut vraiment aller plus loin et pouvoir mettre le petit logo, il faut que des personnes concernées par le handicap intellectuel aient relu le document et l'aient validé, en fait, pour voir que ça correspond bien à des vrais besoins de vraies personnes. D'autres exemples, ça peut être sur l'écrit, au niveau par exemple de la dyslexie. C'est faire le test d'écrire, je vais le mettre dans le chat, ce sera plus simple, it-il, mais comme ça, it-il, voilà. Et si la police n'est pas adaptée, il y a des lettres ou des chiffres qui vont s'écrire pareil. Par exemple, en Verdana ou en Arial, c'est bien, mais il y a d'autres polices où c'est pas bien du tout. Donc, vous essayez de faire ça dans la police déjà que vous avez choisi. Et s'il y a 2 caractères qui sont pareils, c'est pas bon pour quelqu'un qui est dyslexique. Et pareil, donner le support, par exemple, à l'avance, ça peut permettre à la personne qui a des difficultés à lire de prendre le temps, à la personne qui a un handicap visuel de la lire avec son lecteur d'écran avant. Et ça coûte pas grand-chose à faire en soi. Et sinon, du coup, petite astuce, dans Microsoft, il y a vérifier l'accessibilité. Qui marche dans PowerPoint et Word et qui permet de voir si on a fait un support accessible. Notamment, ça va vérifier pour tout ce qui est handicap visuel, qu'on a bien mis des légendes aux images, des textes alternatifs, tout ça. Une question dans le chat, ouais. Oui, c'est ça, tout à fait. Là, c'est pas bien. Euh, après, pour répondre à Dominique, il y a aussi le fait, c'est s'adapter au public. Je ne dis pas de tout simplifier pour tout le monde, mais si on sait qu'on va avoir un public avec des personnes en situation de handicap intellectuel ou des personnes qui ont une difficulté d'accès à la langue, ça va être bien de simplifier. Et après, la meilleure solution, entre guillemets, c'est sinon d'avoir 2 supports. Un support plus complet quand on s'adresse à tout le monde, en fait, et un support plus simple. Voilà. Je vais passer à la slide suivante. Merci. Donc moi, je me suis présentée comme intervenant pair. Donc, qu'est-ce que c'est un intervenant pair? Donc, c'est une personne qui est en situation de handicap et qui transforme son expérience de vie avec un handicap en expertise à transformer, à transmettre aux autres. Au niveau du handicap, il y a déjà plusieurs types d'interventions pair. Moi, ce que je vais faire, c'est soit dans des ateliers, aider d'autres personnes en situation de handicap à prendre la parole, en ayant cette facilité. Enfin, j'expliquerai après exactement en quoi comment ça marche. Mais ça peut aussi être travailler de pair à pair, donc pair, PAIR toujours, par exemple, dans un CMP, un centre médico-psychologique, quelqu'un qui serait intervenant pair, qui a vécu des troubles psychiques et qui va parler avec des personnes qui sont pas bien en ce moment-là, qui sont suivies, pour pouvoir avoir un échange plus horizontal en fait et moins hiérarchique qu'un médecin et un patient. Mais ça permet aussi, par exemple, de travailler l'accessibilité d'un lieu, avoir des personnes en situation de handicap pour, comme disait j'ai oublié son prénom tout à l'heure, ça permet de vraiment voir les difficultés que peuvent rencontrer toujours des vraies personnes, et c'est pas du tout pareil. Ça peut être travaillé pour modifier les politiques publiques ou aussi faire du plaidoyer, donc c'est représenter les personnes en situation de handicap en étant soi-même en situation de handicap. Voilà. Donc, l'expérience de vie peut concerner une autre vulnérabilité. C'est-à-dire que pour l'instant, on commence à parler d'intervention pair dans le champ du handicap, mais réellement, c'est vrai pour toutes les vulnérabilités, que ça soit l'expérience de la rue, l'expérience de la maltraitance, l'expérience de la précarité ou d'anciennes travailleuses du sexe. Enfin, il y a vraiment toutes les situations un peu difficiles, vulnérables, enfin, voilà, où le fait d'être un père, ça apporte une parole différente. Là, je vais expliquer à quoi ça sert. C'est le dévoilement. Donc, le dévoilement, c'est quand j'arrive vers quelqu'un et que je parle de mes fragilités, de choses que d'habitude on ne parle pas. Au sens où je vais arriver, je fais bonjour, moi c'est Nathalie, je suis en situation de handicap psychique. Et puis la personne qui est en face de moi, elle va se sentir moins jugée. C'est pas oh, elle peut pas comprendre, c'est pas oh, c'est super, elle a lu des livres sur le sujet. C'est non, elle a vécu ce que je vis maintenant et elle va comprendre ce que je lui dis, elle va être bienveillante et ouverte. Et ça me fait accéder à un niveau de parole, en fait, qui est tout de suite beaucoup plus profond et plus vrai, et qui est une parole qu'on ne peut pas avoir en arrivant avec une posture de consultant,
en disant bah, je vais vous expliquer. C'est pas du tout la même posture. En fait, c'est ce que j'appelle une posture très horizontale. Et c'est ce qui me permet de pouvoir accéder à la parole. Et même ça, je trouve, ça transcende aussi les différents types de handicap. Au sens où moi, quand j'ai animé des groupes, où là, mon objectif, c'était pas de parler de mon expérience, mais d'aider les personnes en situation de handicap à se sentir légitimes quelque part de parler avec des professionnels. Et bien, c'était enfin, quand, par exemple, je sais pas, moi, j'apporte une chaise à une personne qui avait une canne et qui a du mal à marcher, de m'être présentée en tant que personne en situation de handicap, c'était plus simple. C'est moins, je sais pas, enfin, elle sait que moi aussi, à des moments, on a dû m'aider pour d'autres choses, et du coup, c'est plus facile. Enfin, ça crée peut-être une connivence. Enfin, je sais pas, c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment aidant. Est-ce que c'est pareil que malade expert? Un patient partenaire, c'est un peu pareil, à part que pour moi, dans malade expert et patient partenaire, on reste vraiment sur le rôle justement de patient, de malade. C'est pas une appellation positive euh, par essence en fait. Alors qu'en disant je suis intervenant pair, c'est dire eh ben, j'ai une légitimité, j'ai travaillé à prendre du recul et je viens en tant qu'expert de mon handicap et pas je viens en tant qu'expert d'avoir été patient, ce qui est un peu différent pour moi, même si ça se regroupe, sachant qu'il n'y a pas encore d'uniformité vraiment au niveau des noms et les gens n'ont pas forcément appelé les mêmes choses pareilles pour l'instant. Euh, voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions, j'espère pas vous avoir perdu. Non, c'est vraiment top en fait. C'est super top. Juste une question en fait, cette appellation euh, euh, que vous dites, elle m'a juste fait rappeler ce que, enfin, expert malade ou je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est dans les structures plutôt médicales ou médico-sociales qu'on met en place ce genre de dispositif-là. Mais et du coup, en fait, ce que vous dites, vous, est-ce que ça vient d'un dispositif particulier? Est-ce que c'est quelque chose d'officiel? Enfin, d'où ça vient l'intervention pair en fait? Alors, c'est pas vraiment officiel au sens où moi j'ai travaillé sur l'intervention pair dans un mémoire et j'ai déjà écouté 5 heures de webinaire du centre OMS pour rien qu'avoir la définition de savoir expérientiel et d'intervenant pair. Là, je me base sur le projet HIPOP, donc c'est EPOP, Empowerment of People with Disabilities. Et en fait, c'est tout type de handicap. C'est un projet qui a été pour l'instant initié dans les Hauts-de-France et la Nouvelle-Aquitaine, je crois, où il y a eu des sessions de formation qui ont été faites pour le coup pour développer l'intervention pair, tout type de handicap. Et c'était par exemple des formations où il y a, le fait d'avoir justement mélangé les types de handicap et pas se hyper fermé. Pour moi, je trouvais que c'était ça ouvre l'esprit en fait de se rendre compte, on a des problèmes, c'est pas tous les mêmes. Et d'échanger, c'était super enrichissant. C'est vraiment une démarche très enrichissante. Je vais vous noter, hop, le nom. C'est porté par le CREAI. D'accord, ok, super. Ou je ne vais pas l'écrire, mais bon, voilà. Merci beaucoup, merci. On a Kim dans le chat qui demande, très intéressant, comment trouver des intervenants pairs? Alors, ça dépend. Dans les sites pilotes, dans les régions pilotes, il commence à avoir des annuaires de fait. Sinon, moi, je me rapprocherais des associations en fonction des types de handicap. Par exemple, moi, je connais mieux le handicap psychique. Il y a des clubhouse dans pas mal de villes de France, enfin dans les grandes villes surtout. Et eux, ils vont avoir des clubhouse. C'est un lieu pour permettre aux personnes en situation de handicap psychique de pouvoir faciliter leur retour à l'emploi. Donc, des fois, juste pouvoir faire un CV, hein, c'est pas forcément aller jusqu'à l'emploi, mais c'est vraiment, voilà, et c'est pas médical, enfin, c'est un lieu ouvert. Et du coup, ils ont du contact, ils ont un réseau, ceux qui gèrent la chose, et c'est plus facile après d'être en contact avec des personnes. Parce que c'est pas facile d'avoir directement le contact final sans passer par des. Ou alors, il faut les connaître, quoi. J'espère que je réponds à la question. Oui, tout à fait. Merci. Il y a d'autres questions, de demandes, de précisions, d'illustrations, ou pourquoi pas des témoignages aussi de projets, d'exemples auxquels vous avez été confrontés. Moi, je veux bien poser une question.
Une question moi, que je me pose souvent, c'est comment on fait à la fois attention aux besoins peut-être d'une personne ou de deux dans un groupe versus les besoins du groupe. Je peux illustrer ça par un exemple que Nicolas connaît très bien. On a animé un groupe à Nantes, ils étaient une soixantaine et on les a eu 2 fois. À la fin du premier atelier, il y a une personne qui est venue nous voir en disant il n'y avait pas assez de pause pour moi, j'ai eu besoin de me relever, sortir de la pièce, de m'étirer, et donc j'aurais besoin la prochaine fois qu'il y ait des temps plus... je sais plus comment elle l'a exprimé, en plus c'était un peu étonnant, mais bon, enfin voilà, de mobilisation physique. Donc comme ni Nicolas ni moi, on est professeur de yoga, ni professeur de méditation, je me suis dit, bah super, c'est une opportunité de lui proposer à elle d'animer au début de l'atelier un temps voilà, de réveil corporel. Donc elle l'a fait, autant vous dire que ça n'a pas fait l'unanimité. Et elle a eu besoin à un moment pendant l'atelier de le refaire. Et donc elle est venue me voir en me disant je le repropose. Donc on a fait 2 temps de yoga, stretching, etc. Avec clairement, on n'a pas fait de sondage, mais des personnes que ça a plus gêné. Donc comment est-ce qu'on gère un cas où on a une personne qui a ce besoin-là et on se dit on peut lui offrir cette possibilité-là, potentiellement au détriment, alors personne n'est mort dans l'histoire, hein, mais potentiellement en ayant 15 personnes à côté qui lèvent les yeux au ciel en se disant qu'est-ce que c'est que cet atelier et qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et je trouve que ça, c'est une question pas évidente de se dire comment est-ce qu'on gère les besoins individuels versus la dynamique collective ou le besoin collectif. Donc, je ne sais pas si vous avez, vous, des bonnes pratiques ou des expériences de ce type-là. Bah, déjà, moi, sur cet exemple, intuitivement, j'aurais proposé une pause à tout le monde, parce que jamais personne ne sera contre le fait d'aller boire un café. Et ceux qui veulent peuvent rester pour faire la séance de stretching, mais ceux qui préfèrent aller faire une pause technique ou aller boire un café, ça marche aussi. Comme ça, on concilie tout le monde. Je comprends qu'on ne peut pas abandonner le groupe, mais du coup, il faut trouver un aménagement pour moi qui ne contraint pas trop les autres, au sens où ben, une pause en plus, voilà. Je pense qu'il n'y a personne qui va hurler au crime. Là, comme c'était le début de journée, c'est vrai que Oui. c'était délicat après le mot d'accueil de dire bon, bah, ceux qui n'ont pas envie, vous retournez au café d'accueil. Voilà, ils étaient, je pense, un peu prisonniers quand même de notre petite Oui, là, activité. oui. Mais comme il aurait pu l'être avec un de nos brise-glaces, ou même si on pense souvent à des brise-glaces plutôt sympas, il y en a qui, et c'est normal, il y a des personnes qui supportent pas ça ou qui vont trouver ça infantilisant. Parfois, c'est c'est tout le biais des ateliers de co-conception. Parfois, on essaie de créer une dynamique très positive, assez conviviale, et pour certains, c'est pas assez sérieux, trop enfantin, trop cadré avec des temps de séquence qui durent 15 minutes, et certains supportent pas, même si nous, on se dit, mais c'est ça qui permet d'aboutir à quelque chose de concret après. Il y a le côté scolaire qu'on peut avoir dans nos ateliers, il faut le reconnaître, parce qu'on a tout pensé, qui peut être mal accueilli parfois. Donc, c'est aussi l'équilibre entre ce qu'on impose et ce qu'on laisse libre. Après, c'est vrai qu'au niveau des brises-glaces, des fois, d'avoir des besoins spécifiques demandés, ça nous fait être plus inventifs. C'est comme ça qu'on a fait un chef d'orchestre géant où, du coup, on essayait d'utiliser surtout de faire du bruit et d'utiliser les bras. On avait des personnes avec différents types de handicap. Et la personne qui devait trouver, on devait être 150 dans l'amphithéâtre, c'était une personne qui était malvoyante et qui, du coup, devait trouver à l'ouïe, aider avec quelqu'un. Et ça s'est super bien passé. Ah, t'es canon. Trop bien. Je vois une question de Dominique dans le chat. Effectivement, il y a un point qu'on n'a pas abordé, puisqu'on a abordé le temps du processus, quand les gens sont dedans, mais ça, c'est, je pense, pour plein de publics. Comment, au préalable, réussir à atteindre ces publics, les informer et les faire venir? Y a-t-il une technique ou dans ce que vous avez fait, Lucie, Nathalie, ou même d'autres hein, autour de la table, bien sûr? Prendre la parole parce qu'effectivement, c'est un point euh, qui me semble très important et dans les expériences voilà, autour de moi, dans ma commune, etc., je me rends bien compte que ce n'est absolument pas le cas. Et donc après, il y a des séances participatives, etc., mais finalement, il y a toute une partie du public qui est totalement absente. Et donc, ce qui est finalement décidé lors de ces réunions ne correspond pas du tout à la majorité des gens, simplement parce que les gens qui auraient dû être là n'ont pas perçu voilà, n'ont pas été informés, n'ont pas compris, n'osent pas venir. Enfin bon, il y a des tas de raisons, mais ça a un gros impact sur
sur l'efficacité de ces réunions, je vais dire. Pour moi, au niveau des communes, quelque chose qui peut bien marcher, c'est le bouche à oreille et le concept d'habitant partenaire. C'est-à-dire que si un habitant qui est dans la même situation vient vers les autres, ça sera plus simple. Moi, je suis dans une association et on a des places à donner pour le cirque de la part de la ville. Et la maman qui s'en occupe, eh ben, elle a, elle est, elle va plus facilement réussir à aller voir les gens qui sont dans la même résidence qu'elle, dans la même rue et avoir tout de suite des contacts que la mairie qui, elle, serait en mairie de quartier et demanderait. C'est dur de cibler les gens, en fait. Et pour moi, c'est vraiment le contact et le fait d'être, oui, en lien qui aide. Je sais pas, Lucie, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, parce que enfin, la question que vous posez, c'est un peu le grand défi de toutes les démarches de participation citoyenne, hein, je pense. C'est aussi ce qui demande beaucoup de temps aux agents des communes qui sont chargés de missions participation citoyenne, etc. Alors, l'une des solutions presque idéales, c'est d'avoir un panéliste, en fait, donc qui vraiment rigoureusement, quantitativement passe du temps à créer un panel de personnes représentatives de la population du territoire qu'on étudie. Voilà, bah ça c'est des moyens, c'est du temps, mais le fait de de passer des coups de fil, de faire du porte-à-porte, ça permet de mobiliser un panel représentatif. Moi, j'ai déjà eu la chance de travailler avec un panel. C'est vrai que c'est très confortable en tant qu'intervenante. Autre chose, bah, comme le dit Nathalie, c'est de passer par des relais, des associations de terrain pour avoir des personnes diversifiées. Et puis autre chose, c'est du coup là c'est dans une démarche au global, voilà, c'est pas juste sur un atelier. En fait, c'est aussi de démultiplier les formes de participation qu'on propose. Peut-être que pour certains, en fait, c'est vraiment too much de venir à un atelier, d'y consacrer une soirée quand on a une vie de famille, qu'on a un peu la flemme, qu'on a du travail, qu'on a des activités. Peut-être que pour certains, du coup, un questionnaire, c'est beaucoup plus simple. Un rapide appel téléphonique, quelque chose qu'on peut flasher avec un QR code, c'est plus simple. Et d'autres, peut-être qu'ils ont envie de mettre l'énergie de participer à 1, 2, 3, 4, 5 ateliers. C'est aussi pour ça que les démarches d'aller vers, et pas juste venez nous voir à un atelier et passer 3 heures avec nous. En fait, ça permet in fine d'avoir une mobilisation plus large dans la démarche qu'on propose. Donc moi, je trouve que c'est aussi c'est voilà, pareil, ça demande de la rigueur, du temps, ça demande aussi quand même un effort de mobilisation, de communication, mais ça permet de s'assurer qu'on n'a pas juste vu les mêmes à chaque fois, ou alors qu'on a touché trop peu de personnes pour vraiment parler de démarche participative et efficace. Mais bon, ça, peut-être que d'autres personnes aussi autour de la table qui travaillent sur ces sujets veulent donner des témoignages complémentaires. J'ai pas la solution miracle. Il y a Lucie qui rajoute, l'autre Lucie, un commentaire autour. Je ne sais pas si Lucie, vous avez envie de. Oui, ce que je voulais dire, c'est que en fonction de qui on veut toucher aussi, enfin, quand on fait en tout cas des ateliers, des réunions, de bien adapter le jour et l'horaire. Si c'est des commerçants, si c'est des familles, si c'est des associations, enfin, grosso modo, si on veut pas avoir que les personnes qu'on voit dans une réunion publique classique, adapter. Et d'ailleurs, enfin, quand on essaie d'avoir tout le monde, on nous reproche toujours un moment l'horaire et la journée parce que ça convient pas à tous. Mais voilà. Ou démultiplier, effectivement, comme disait Lucie, et le terrain, enfin, en tout cas. Moi, je trouve que ça confirme deux choses. C'est un, le temps de mobilisation, il est souvent trop minimisé, alors que c'est 80% de l'effort, hein. Parce qu'après, une fois que les gens sont là, faut poser les bonnes questions, faut créer mais c'est quand même, je trouve, trop souvent. Et on peut le voir, nous, de notre prisme de consultant, mais le temps qu'on dédie, en fait, on ne nous laisse pas beaucoup de temps pour le faire, ni aux gens, aux agents, dans les collectivités et autres. Et le deuxième point, c'est pareil, la diversité des modalités de recueil. Là aussi, c'est se donner du temps pour se dire, je caricature, je vais faire un truc pour les jeunes ou je vais essayer d'aller toucher, faut des formats, même si c'est les mêmes questions et qu'on a envie de poser les mêmes, voilà, trouver une synthèse globale, il faut des temps d'interaction très différents qui s'appuient sur des relais très différents. Et ça aussi, je trouve que c'est une bonne réflexion sur laquelle pousser pour se dire comment faire mieux, alors qu'aujourd'hui, parfois je caricature, c'est bon, on va faire un horaire 18h, 20h30, la même communication pour tout le monde,
un mail, un truc sur Facebook, une affiche dans le quartier, et je pense qu'il y aura du monde. Bon, il y a 12 personnes, et c'est ceux qui sont au conseil de quartier. C'est un vrai sujet. Et encore plus, on veut être inclusif au sens très large du terme. Il est 13h59, y a-t-il une ultime question peut-être, parce que je sais que personne doit nous quitter dès 14h. Ouais, c'est mon cas, donc soyez flash dans votre question. Question flash. Non, comment continuer à bosser ensemble, en fait. C'est juste ça. Et Quelle est ben, on peut mettre, pour ceux qui ont envie de partager les contacts dans le chat, Mm. mais avec plaisir, Amel, pour rééchanger par la suite. Et vraiment, merci à tous pour la qualité de la participation et de l'écoute. C'était hyper agréable. Parce qu'Amel, ça fait bien le lien avec un peu la conclusion. Donc oui, merci aussi d'être venu. C'est se dire, nous, le but, en tout cas, via le collectif, cette communauté apprenante, cet espace de partage, ce cercle de discussion, c'est comment on prolonge les échanges par la suite. Bah, nous, à très petit niveau, bah, pour garder le lien, il y a notre page LinkedIn du collectif créatif des territoires sur lequel, justement, on essaye de proposer des temps d'échange, des temps d'interaction. Alors, vous avez bien vu, hein, l'approche territoriale, elle peut être faite par des sujets très différents. Aujourd'hui, on était sur l'inclusion, démarche inclusive. Parfois, on va avoir des approches qui sont plus autour de l'urbanisme, et tout se croise un peu. Donc, en tout cas, le contenu, la programmation est très divers. Donc, vous pouvez aller sur la page LinkedIn. Pour contribuer et partager, si c'est des sujets qui vous tentent, on essaye de plus en plus d'être dans une logique un peu participative. Disons, bah, que les gens qui suivent nous viennent avec des idées de sujets, de thématiques qui seraient intéressantes d'avoir lors d'un webinaire, de réflexion. Donc là, n'hésitez pas à les proposer ou via LinkedIn ou par email, ou des pistes de réflexion, ou même des projets que vous avez menés où vous dites, bah, ça, nous, on trouve que c'est un projet cool. On fait souvent des retours d'expérience. Bah, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas. Et puis voilà, après on continue nous après à garder le lien. On m'envoie une newsletter trimestrielle sur ces sujets de la fabrique collective des territoires. Ça permet de donner des nouvelles du collectif et de la programmation. Il y a d'autres vidéos sur YouTube, donc il y a mille et une manières. Vous pouvez envoyer à Lucie, à d'autres vos messages. Sinon, je mets aussi l'adresse email générique du collectif. Donc n'hésitez pas, ça permet de garder des liens. Après, parfois, suite à des webinaires, il y a des gens qui se connectent entre eux, qui creusent des sujets, qui montent ensemble des projets. Rien n'est prédéterminé. Mais l'idée, c'est qu'on prenne, comme aujourd'hui, du temps qualitatif où on a tous l'impression d'apprendre quelque chose et de s'enrichir les uns des autres. Mais les sujets sont ouverts puisque les territoires et la ville, c'est quand même très très large. Donc, merci à toutes et tous. Merci beaucoup, Lucie et Nathalie, d'avoir pris le temps de nous partager. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis on se retrouve très vite. À bientôt. À très vite et n'hésitez pas à garder contact. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Au revoir. Bye.